2151. Nous avons pris les scénarios des 4,4%, c'est-à-dire après 208 ans. C'est la réalité. Et 0,4 $. Alors maintenant, rien n'est impossible. Nous allons commencer à réaliser pour qu'en 2030, on soit un meilleur d'achat. Nous avons fait 496 milliards qui permettront de donner à chaque Congolais 4,33 $. À la fourchette haute, vous voulez les 4 000 pour donner à chaque Congolais 5 000 $, au rythme de croissance là, vous verrez le 795 Charles avec 2,8%. Donc, c'est des minéraux bruts, il faut que nous ayons une industrie locale qui transforme. Donc, les deux secteurs pour l'industrie manufacturière, nous ajoutons à l'industrie extractive, au secteur extractif, j'ai passé en revue différents éléments dans le sort. Même pas d'émergence, mais au-delà de l'émergence, devenir un pays développé, parce qu'on a bien une structure industrielle, Si nous voulons d'abord créer cette résilience, il faudra réaliser de l'émergence de la RDC. Très rapidement, je vais faire un tableau rapide de diversification économique, et donc l'émergence sera toujours envoyée au canal. Ça peut nous amener en 2030 en croissance. Là aussi, nous trouvons que notre PIB va augmenter, nous serons à 54,3%. Nous pouvons avoir la même population en 2030, 124 millions. Là, à ce moment-là, notre revenu PIB par habitant sera de 438 $. Au 438 $, ça ne s'approche même pas du taux bas de l'émergence qui est de 4 000 $. Donc nous serons toujours dans bas. Nous prenons les taux de 4,4% qu'on a connus en 2018. Nous les projetons jusqu'en 2030. Nous voyons qu'en 2030, nous ne serons qu'à 63,9 milliards de dollars de PIB et que nous pouvons donner aux Congolais moyens un chiffre moyen de 515 $. Et là aussi, il y a un sérieux problème. Alors, maintenant, quel est le temps nécessaire si la RDC tient à tout prix en 2030 d'arriver à l'émergence avec des taux de croissance, par exemple de 4,5, déjà ajouté de 5%, de 10%. Admettons que du jour au lendemain, nous faisons des efforts, nous arrivons à un taux de croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire 10%. Nous avons évalué tous ces scénarios, en commençant par le scénario de 10%. Si à partir de 2016, nous mettons 10%, pour arriver à l'émergence, nous devons attendre 2051. Parce qu'en 2051, notre production intérieure brute sera à ce moment-là de 983,5 milliards $. Et à ce moment-là, nous pouvons donner à chaque Congolais la fourchette basse qui est de l'ordre de 4,9,8 $ par an par tête. Mais il faudra, à partir de 2016, où l'étude a été faite, attendre 35 ans. Si nous prenons un taux de 5%, nous pouvons atteindre l'émergence qui est en 2151. En 2151, nous aurons 2538 000 milliards de dollars. La population sera déjà à 630 millions de Congolais. Et à ce moment-là, nous pouvons leur donner un revenu par habitant de 4,026 $. Mais ça signifie qu'il faut attendre, à partir de 2016, nous devons attendre 130. En 1916, 15 000 Congolais traversent la frontière, attaquent l'Allemagne au Rwanda. Et le 9 mai 1916, Kigali est libéré. Au mois de juin 1916, Bujumbura est libéré. Au mois de juillet, tous les Rwandais et les Burundi sont contrôlés par l'armée congolaise, qu'on appelle la force publique. 1918, la guerre se termine, l'Allemagne a perdu la guerre. Lorsque vous perdez la guerre, on vous confisque tout. Et les vainqueurs vont se servir comme butin de guerre. La France va prendre le Togo et le Cameroun, qui étaient des colonies allemandes. L'Afrique du Sud va prendre la Namibie. L'Angleterre va prendre la Tanganyika, la Tanzanie. Et en 1923, la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies, va donner le Rwanda et le Burundi à la Belgique. Et en 1925, la Belgique, pour faciliter l'administration, va
prendre le Rwanda et le Burundi et l'annexer au Congo. Le Rwanda et le Burundi deviennent la 7e province du Congo. De 1925 jusqu'à 1960, le Rwanda, le Burundi et le Congo belge, c'est une seule entité politique. Nous reviendrons sur ces sujets un autre jour. On arrive maintenant aux causes de notre indépendance. Les causes lointaines. Les causes lointaines, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Allemagne qui a voulu se venger de la défaite de la Première Guerre mondiale. Elle occupe, à partir du mois de mai, en 18 jours, Hitler occupe toute la Belgique. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons que Poutine a du mal avec l'Ukraine, mais Hitler avec la Belgique, c'était en 18 jours. Vous avez des secteurs d'administration, des secteurs ministériels, ce sont des secteurs d'administration principaux, 25-26 on parle de contribution du secteur d'administration. Ceci, à cette heure du bilan, il est impératif, n'est-ce pas, également de demander quel est l'apport en actif comme en passif de l'évolution de cette société sur tous les plans. Ceci est une indication de l'importance de la place que la femme occupe comme acteur social de la vie nationale. Évidemment, le paradoxe de cette matière, c'est que de plus en plus de femmes sont formées à tous les niveaux actuellement, au niveau primaire, au niveau secondaire, supérieur, universitaire, et pratiquement dans toutes les spécialités scientifiques, techniques, mais aussi professionnelles. Elles accèdent à des métiers et professions qui leur étaient autrefois interdits, mais elles demeurent également cantonnées dans le rôle subalterne, comme si le plafond de verre qui le séparait des postes de responsabilité n'est pas encore brisé. Dans le secteur économique, si les femmes font montre d'un certain dynamisme remarquable dans les affaires, elles ne semblent prospères que dans les secteurs, informels, c'est-à-dire un cadre peu structuré, insusceptible de leur conférer à titre individuel ou collectif la capacité de peser efficacement sur les orientations stratégiques de l'État. De même sur le point de vue ou sur le plan politique, la femme est davantage mise en valeur pour sa force de persuasion nécessaire à la mobilisation des militants de la base et pour de fins électorales, et semble être exclue au moment où elle pourrait apporter sa pierre dans l'action et dans les décisions politiques. Il y a des produits industriels, il faut chercher très bas. En 2015, on était à 1,9. Alors là, je comprends encore plus clairement le code du secteur extractif et du secteur industriel. Les projections des économistes et même des économistes parmi les plus brillants. Le professeur Loïc l'a relevé, aux années 60, notre pays était au même niveau de développement que le Canada actuel, que l'Afrique du Sud. Ne parlons pas des autres pays du sud-ouest asiatique. Et parce que nous avons fait mentir toutes ces projections, je crois que ma prière est que les projections qui nous ont été présentées tout à l'heure par le professeur Goï soient aussi démenties, dans la mesure où, si j'ai bien compris, il situait l'atteinte du niveau de vie au même niveau que les pays émergents aujourd'hui, après plus ou moins 2224, si j'ai bien entendu. Bien sûr, j'ai dit que ma prière est que cela soit aussi démenti. Mais, comme je l'ai dit, notre pays, où
et celui où misère et richesse arrogante se côtoient, où guerre et paix alternent ou cohabitent, prospérité et ruine font ménage, grand diplôme et improductivité coexistent. C'est-à-dire que nous sommes un pays des paradoxes. Cette réalité des deux extrêmes réveille l'esprit, suscite l'interrogation et mérite donc une explication. Expliquer ces paradoxes entre la prospérité économique et l'insécurité, notamment toutes les menaces sous diverses formes. Cette insécurité, telle qu'elle semble durablement installée, surtout dans la partie orientale de notre pays, nous pousse donc à comprendre les ménages que font ces deux réalités naturellement opposées, comme je l'ai dit, l'insécurité et la prospérité. Concrètement, nous devons arriver donc à identifier les stratégies, les interactions, les risques potentiels économiques et les menaces sécuritaires. Et une civilisation atteinte. Il poursuit en disant la définition tronquée que nous avons, c'est celle de la Constitution, à la fois de 1960 et de Luxembourg, et finalement celle actuelle de 2006, février 18. C'est chaque individu appartenant à une tribu, à un peuple, qui s'était trouvé sur l'étendue nationale à 1960. Ça veut dire en gros. Parce que ça, ce n'est pas une unité réelle au sens où on peut comprendre une population et jeter les bases du futur en fonction de ce qu'on est. C'est ce qui nous peine, c'est ce qui nous empêche d'évoluer. Regardez bien les pays qui ont construit les identités au départ, ce sont des nations, on dit nationalistes. Ici, la notion nationaliste nous a été donnée par Thomas en disant que ceux qui prétendaient qu'il fallait garder les pays dans l'unité, c'était ça les nationalistes. Les autres étaient les séparatistes. Mais ce n'est pas ça, au fond, par rapport à l'identité nationale. Les Allemands de la République de Weimar, qui étaient avant la Prusse, une sorte d'entité éparse, avec des Néder, lorsqu'ils sont mis ensemble à l'époque des Bismarck, et finalement, avant les Troisième Reich, il y a un groupe de jeunes gens qu'on appelle les révolutionnaires conservateurs qui créent l'identité allemande. Ils appellent ça le vote civil et le vote déiste. Ça veut dire quoi? C'est l'âme et l'esprit d'un peuple. L'âme et l'esprit d'un peuple précèdent la nation. C'est ce qui crée l'État. On ne peut se sentir membre d'une communauté que lorsqu'on a la même identité. C'est ce qui nous peine jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'on a conjugué des souffrances, on peut les expliquer par la suite. C'est ce qui crée la nation. La RDC est en déficit de ça, et ce qui fait que la conscience sur laquelle s'est basé tout à l'heure Gilbert Condé sur le comportement de certains politiques et certains militaires, et du fait qu'ils n'ont pas conscience à quoi ils appartiennent exactement. Nous sommes aujourd'hui une race qui, si on doit regarder dans les règles animales, une sorte de chauve-souris. Nous sommes ni rats, ni oiseaux. Et ça pose un problème sérieux de pouvoir orienter notre pensée, structurer notre pensée. Monsieur Gilbert Condé et Thomas Loka, qui est en fait mon président parce que j'étais la législature de 2003 quand nous faisions la Constitution et que vous avez justement clôturé. Et ça me rappelle bien de souvenirs. Et Madame Acacia, quand je la vois parcourir tout l'Équateur, avec tout son courage, je pense que c'est une combattante. Et tout ce que nous avons entendu d'elle ici prouve à suffisance que les femmes ont évolué. Et surtout que la presse également a connu une évolution positive en termes de prestations féminines. Je ne vous apprends rien, vous savez,
la presse congolaise se féminise de plus en plus, particulièrement dans le secteur de l'information. Et ça, c'est une fierté. Je crois que là, je l'aurai quelque peu et je l'ai renforcé de ce point de vue. Quant au professeur Emile, c'est un vieil ami de longue date. Nous avons cheminé ensemble pendant de bons moments. Et lui et moi, on avait une constance. Toujours la quête de l'excellence et de la perfection. Je ne sais pas s'il l'a atteint, je ne sais pas si moi je l'ai atteint, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à des niveaux où nous avons quand même le fait de l'autorité sur nous, et c'est un plaisir et un honneur aussi. Et un mot sur la RTNC, un mot sur la RTNC, au-delà de tout ce que nous venons d'entendre ici, la presse a les devoirs de récupérer. Ça ne peut pas évidemment se diluer ici, récupérer, c'est-à-dire prêter et faire part aux autres, ceux qui ne sont pas ici à cette époque. Voilà pourquoi mes gens sont là, pour prendre les images. Mais j'aurais souhaité plus que cela. Il y a d'éminentes personnalités ici. Au moment où nous sommes engagés dans une guerre qui dit bien son nom, nous avons besoin de tout leur apport pour nourrir, bien entendu, nos programmes en termes évidemment de combat médiatique. Et là, tout ce que nous avons entendu ici peut être évidemment transmis du côté de la télévision, pourquoi pas. Et là, M. Thomas Loire a laissé, je profite de l'occasion pour inviter M. Gilbert, M. Kompondé et M. Manzolo pour en fait relayer tout ce que vous avez ici en direct à la télévision au cours de nos programmes bien élaborés. Et je sais qu'en ce moment-là, c'est tout le pays qui aura le bonheur de suivre et de comprendre tout ce que nous venons de dire ici. C'est un engagement que je prends et c'est une invitation ferme aux sorciers d'ici. Nous pouvons nous arranger pour des dates précises pour que des émissions mieux élaborées soient animées au niveau de la presse. Alors, je termine